Hasn't happened yet. Bonjour tout le monde. Les cinémas commencent à reprendre une activité normale grâce à Tenet, réalisé par Christopher Nolan, qui devait sortir cet été, en début d'été, et qui finalement a été retardé à la fin de l'été, et même jusqu'au 3 septembre, je crois, aux USA, à cause du Covid-19. L'histoire de Tenet, c'est qu'un homme joué par John David Washington est mort en service, en effectuant une mission pour la CIA. Il est récupéré par une autre organisation qui va... pas très clair, qui va lui confier pour mission de retrouver certains objets qui sont liés à la possibilité d'inverser le temps. Et avec cela, permettre d'envoyer certaines choses en arrière, ou de modifier certains trucs en arrière, etc., etc. Ce qui va donner lieu à, évidemment, tout un tas de trucs très rabiscotés, parce que, évidemment, quand tu manipules le temps, ta timeline, elle va forcément faire des allers-retours et à faire des trucs un peu compliqués. Et c'est donc le film qu'on attend comme le messie pour amener les gens en salle. J'en doute personnellement depuis très longtemps. Vous aurez pu voir les bandes annonces si vous êtes un habitué de ma chaîne. Et pour bien redémarrer, on va tout de suite commencer par faire un nettoyage des fanboys de Nolan qui vont se casser tout de suite parce qu'ils en ont rien à foutre de savoir pourquoi je pourrais avoir quelque chose à dire sur un film de Nolan. Il va juste savoir si j'ai aimé ou pas. Alors je vais répondre à votre question maintenant, comme ça vous pouvez arrêter la vidéo très vite et ne pas regarder la suite puisque vous en avez jamais rien eu à foutre. Non, j'ai pas aimé Tenet. Je trouve que c'est nul. J'ai vraiment un gros problème avec Nolan. Donc voilà, c'est le jeu, mes pauvres enfants. D'accord? Je peux pas aimer tous les films de Nolan, et je peux pas tous les tester non plus. Donc on teste à chaque fois qu'il y en a un qui sort, et il se trouve que non, Tenet, je ne l'ai pas apprécié. Tenet est nul, Tenet est prétentieux, Tenet n'a pas de sens. Pour autant, Tenet est ultra prévisible, et alors il y a un truc surtout qui me gonfle, et je sais que c'est pas vraiment à cause de Nolan, c'est lui qui a travaillé ce truc-là, Tenet n'est pas compliqué. S'il y a un élément que vous ne comprenez pas dans Tenet, c'est pas parce que le film est compliqué. C'est parce qu'il fait n'importe quoi. Le truc, c'est que Nolan, en fait, entretient le côté obscur et difficile à comprendre de son film, labyrinthique, artificiellement, en fait. C'est-à-dire que ce film explique tout à fond la caisse. Et genre, en 2 phrases, c'est réglé, quoi. Et surtout, il s'est arrangé pour que toutes ces scènes d'explication soient dans le bordel. Toutes ces scènes d'explication se déroulent dans des endroits ultra bruyants, ou ultra occupés, où il y a vachement d'activité humaine. Par exemple, il y a toute une scène où le héros, joué par John David Washington, qui n'a pas de nom, peut-être qu'on a dit une fois son nom, mais je crois qu'il a pas de nom du tout, dans la grande tradition des héros nolaniens qui n'ont aucune personnalité. Lui, il a même pas perdu sa femme. Contrairement à certains héros de Nolan, qui ont au moins ça de personnalité pour être la base de leur truc, lui, il a même pas perdu sa femme. Il s'appelle, littéralement, le protagoniste. Et les personnages dans le film l'appellent le protagoniste. Il s'appelle lui-même le protagoniste. Un degré de foutage de gueule dans la non-écriture. C'est quand même aberrant. Nolan, c'est un mec qui veut faire des scénarios sans avoir à les écrire. Il a fait pareil avec Dunkerque, il avait écrit un traitement superficiel de 60 pages, ce qui est pas du tout la durée d'un script. Un script, ça fait au moins 150 pages, 120, 150 pages, ou au plus de 100 en tout cas. Et il a tourné le truc presque en improvisation, quoi, avec vite fait un petit plan préparé à l'avance. Et là, maintenant, il veut même pas écrire ses personnages, quoi. Pendant longtemps, il a fait des personnages sans personnalité, maintenant, il veut même plus les écrire. Il leur donne même plus de prénoms. Putain de bordel de merde. Mais donc oui, puisque c'est là-dessus que j'étais, il rend ça compliqué. Mais d'ailleurs, il rend ça compliqué à comprendre, justement, en donnant pas de nom aux personnages. C'est encore plus difficile à comprendre quand les personnages n'ont pas de nom. Les principaux ont des noms, mais bon. Mais donc, il y a tout un passage où le protagoniste, et comment il s'appelle, lui? Neil, Robert Pattinson, s'explique un plan. Et alors il s'explique un plan dans 3 lieux différents, parce que tu peux pas l'expliquer dans un seul endroit et sur un seul trajet avec la bagnole, faut l'expliquer en 3 lieux différents. Chacun des lieux est généralement entouré de public. Il y a un lieu qui est en plein centre-ville, mais je crois qu'ils ont quand même mis l'ambiance du coup de la ville avec les voitures qui passent à côté, les passants, etc. Enfin bon, au moins c'est parti quand même, mais la plupart du temps, il y a une cacophonie, un brouhaha, il y a un moment où il y a des passagers qui sont derrière eux pendant que eux sont en train de marcher, en train de discuter de leur plan, etc. Et en fait, c'est ça le truc, il fait exprès de rendre le film incompréhensible. Alors que pourtant, Tenet, c'est facile à comprendre. Il y a un truc à comprendre. Il y a des personnages qui vont dans le sens normal, et des personnages qui vont dans le sens inverse. C'est tout ce qu'il y a à comprendre. C'est expliqué, même visuellement, quand le personnage est tué, entre guillemets, c'est déjà dans la bande-annonce, c'est au tout début du film, c'est comment est-ce qu'il rejoint la nouvelle équipe. Il y a les 2 trains qui passent à côté de lui, il y en a un qui va dans un sens, un qui passe dans l'autre. C'est la métaphore du film. Il y a un truc qui va dans un sens, un truc qui va dans l'autre. Et il faut qu'on essaye de trouver un moyen de les rejoindre à un moment ou à un autre. Pour le reste, il n'y a pas plus à comprendre, et même le film en dit pas plus, au point que ça devienne
très compliqué à gérer. Donc au tout début, encore une fois dans la bande-annonce, le personnage, le protagoniste meurt, entre guillemets, il est mis dans un coma artificiel, et il est récupéré par une organisation quelconque. Tu sais pas si c'est la CIA, parce qu'il a l'air de les connaître, ou d'avoir une idée des protocoles, etc., ou de connaître même les lieux où il est envoyé, mais tu sais pas vraiment qui c'est, et du coup tu comprends pas comment est-ce que la mission démarre. Beaucoup de choses vont être expédiées comme ça, c'est un peu la chasse au MacGuffin, tu sais pas trop à comment est-ce que les choses servent, à quoi est-ce que ça sert, dans quel ordre ça se met, etc., mais apparemment ça sert et ça fonctionne, et donc tu dois faire quelque chose. Et alors le truc qui est extraordinaire, c'est que le personnage t'aide pas à savoir comment tu dois te positionner là-dedans, parce qu'il ne réagit à rien. C'est incroyable. Ce mec est un encéphalogramme plat pendant tout le film. Wow. De temps en temps, il sort des vannes à la Marvel qui sont très malvenues dans le film. Ça n'a fait rire personne dans la salle, qui était plutôt pleine. L'humour fait extrêmement malvenu parce que pendant tout le reste du film, le mec ne réagit à rien. Il a l'air endormi pendant tout le truc, tu lui racontes des trucs, il réagit même pas, il ouvre à peine les yeux, il écarquille à peine les yeux, il est à peine surpris, il est à peine décontenancé, il s'en fout, tout lui passe dessus, mais alors, tel le temps qui file entre les doigts, donc il y a vraiment des trucs qui sont un peu absurdes, quoi. Le mec, il apprend tout un système de fonctionnement, il réagit pas. À un moment, il réagit, et la seule fois où il réagit, c'est quand ça a pas de sens. On vient de lui expliquer le fonctionnement de l'inversion. On vient de lui expliquer qu'il avait pas tiré la balle, qu'il l'avait reçue. Et il fait le commentaire un peu plus loin. C'est marrant, pourquoi ça se sent aussi différent? Enfin, pourquoi est-ce que ça fait aussi différent? Bah ça alors, pauvre con, au lieu d'envoyer une balle, t'en rattrapes une dans ton chargeur. Est-ce qu'à tout hasard, ça pourrait pas faire une sensation un peu bizarre? Le truc est inversé. Est-ce qu'à tout hasard, ça pourrait pas te donner une sensation... Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, le mec remarque qu'il y a quelque chose... C'est le moment où tout le monde a remarqué qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Et où tout le monde avait déduit qu'il y aurait quelque chose qui serait bizarre. Donc c'est ça qui est un peu aberrant aussi, c'est que le personnage peut-être pas du tout rentré dans le truc parce qu'alors il n'existe pas. Honnêtement, il n'existe pas. Et ce qui vraiment fout la merde dans tout ça, et ce qui va faire que certaines personnes vont dire oh le film il a l'air compliqué, il a difficilement compréhensible, c'est que le film ne respecte pas ses propres explications. Exemple tout simple. Dans la bande-annonce, il y a un moment où on montre au protagoniste 2 balles. Et on lui dit il y en a une qui va dans le sens normal et une qui est inversée. À votre avis, laquelle c'est? Le mec se met au-dessus et met sa main. Et il se passe rien. Et là, on lui dit, il faut que vous ayez déjà laissé tomber la balle pour qu'ensuite elle vous revienne dans les mains. Et déjà là, plus rien du film ne peut exister. Parce que si tu dois déjà avoir fait l'action de lâcher la balle pour qu'ensuite elle revienne dans ta main, aucune des scènes à l'envers du film ne peut avoir lieu avant que le début ait lieu. Et en fait, c'est ça son jeu. C'est qu'il y a des scènes qui vont démarrer dans le film par la fin, et ensuite tu vas remonter jusqu'au début. Et quand on va inverser le temps et que tu vas revoir l'autre partie du truc, là tu vas revoir la scène dans son sens logique, et tu vas comprendre du coup l'échange qui a eu lieu juste avant. Ce qui ne marche pas, avec l'explication qu'on a eue au début, si on il faut lâcher la balle pour qu'elle puisse ensuite revenir dans la main. Et surtout, il y a un truc, c'est que, pour faire ça, ils se mettent un gant et un bracelet. Et tu sais pas à quoi ça sert, parce que pendant le reste du film, les gens vont utiliser des trucs à l'envers sans jamais avoir de gants, sans jamais avoir de bracelet spécial. Donc tu sais pas pourquoi est-ce qu'il y en a besoin dans cette scène-là, dans ce truc-là. T'as l'impression que c'est une règle qu'on te met en place pour le reste du film. Il faut avoir un gant ou un bracelet particulier pour ensuite pouvoir inverser des trucs, pour pouvoir interagir avec des trucs inversés. Et non, ça ne sert jamais. Et on ne le montre jamais! Laissez tomber la balle avant de la récupérer. Elle lui dit, plan d'après, il refait juste le même mouvement de la main qui est au même endroit et la balle remonte. Y a rien qu'à changer entre les deux. Donc dans la même scène, il y a un truc qui est dit et qui est pas raccord. Et des trucs comme ça, il y en a un peu partout dans l'histoire, dont certains qui sont très importants pour le scénario, qui précisent à plusieurs reprises qu'a priori on ne peut pas modifier le passé qui a déjà eu lieu, sauf qu'il y a un certain nombre de situations où on a déjà vu le passé modifié. Par exemple, la femme qui se jette du bateau. Je vais pas faire de spoiler dans ce film, je vais juste laisser des grands indices un peu vagues comme ça, mais pour tous ceux qui ont le film, là, ça vient de devenir très clair. La femme qui se jette du bateau, si elle peut se jeter du bateau, le temps n'a pas pu se dérouler normalement. Il y a un truc qui va pas. Et le truc le plus absurde là-dedans, c'est quand des personnages qui sont parfaitement conscients des règles les respectent pas volontairement. Et alors celle-ci, ça va être un peu laborieux de la faire sans spoiler. Il y a un personnage qui tire sur un autre, alors que très clairement, il devrait pas, et il sait qu'il devrait pas. Et cette chose-là
dès que la scène a eu lieu dans le sens normal, tu l'as deviné tout de suite, le retournement qui allait avoir lieu. Avec le coup du casque, et quand tu retournes dans cette scène, que tu la vois d'un autre point de vue ensuite, et que tu vois ce que font les personnages, tu fais, vous êtes cons? Enfin, c'est pas possible à ce niveau-là, vous êtes débiles. Il serait temps, il serait plus que temps, je sais pas ce qui s'est passé entre les frères Nolan, s'ils se sont engueulés ou un truc, mais il serait temps qu'ils se rabibochent, parce que séparer, c'est une catastrophe. Séparés, ils savent pas créer un scénario. Je pense que vraiment, quand ils écrivaient leur scénario en commun, l'un corrigeait les erreurs de l'autre, quoi. Il y en a un qui sait faire les personnages, l'autre qui sait faire l'histoire ou les timelines, et ils ont besoin d'être à deux pour écrire. Et depuis qu'ils sont plus à deux, c'est une catastrophe, c'est une chute libre, Nolan. Parce qu'encore, avant qu'ils se séparent, la plupart de leurs films, je les trouvais regardables. Depuis qu'ils se sont séparés, mais les scénarios, c'est une horreur, les scénarios de Nolan. Enfin, un mec écrirait ça en école de cinéma, il se ferait virer, quoi. Je suis désolé, mais... Je suis désolé, c'est nul. Et honnêtement, le truc, c'est que aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du tournage, il m'est arrivé un truc qui m'est pas arrivé depuis très longtemps devant un film. Je sais même pas si ça m'est déjà arrivé devant un film. J'avais l'impression que les scènes n'étaient pas liées entre elles. J'avais l'impression qu'il manquait un truc pour lier les scènes de l'une à l'autre. J'avais l'impression que quand le reste d'une scène arrivait, ça avait tellement pas l'air lié à ce qu'il y avait avant que j'avais l'impression que c'était une autre scène. Ou que ça avait pas été filmé au bon... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas au niveau de vraiment de l'enchaînement entre les scènes, mais je trouve qu'il y a des choses qui fonctionnent pas du tout, quoi. Surtout que ça avance extrêmement vite. J'en ai parlé au début, mais c'est un des trucs qu'il fait pour nous paumer, quoi. Il explique tout d'un coup, là les villes russes, et là les machins, et le plutonium, et puis... quoi? Et il y a vraiment du... ou quoi? Catherine, la femme de Sator, le grand méchant. Catherine qui est jouée par Elisabeth Debicki, et Sator qui est jouée par Kenneth Branagh. Quand Katharina ou Catherine? Si, c'est Catherine. Quand Catherine rencontre le protagoniste, elle l'a rencontré une fois, il lui a montré un truc avec un tableau à un moment. En un repas, la meuf lui vide son sac. Mais genre tout, quoi. Son rapport avec son mari, depuis combien de temps elle est plus amoureuse de lui, combien de fois est-ce qu'elle l'a arnaqué, combien de fois c'est la machin, et mon amant, et mon machin, c'est... Meuf, mais pourquoi tu te confies tout? Enfin, tu confies tout à ce mec qui sort de nulle part et t'as jamais... Tu sais que ton mec est dangereux et tout. Enfin, et encore, pareil, on te montre que le mec est un maniaque, un taré, qu'il est violent, qu'il est agressif, qu'il a tout, qu'il a plus peur pour sa propre vie, qu'il veut faire crever tout le monde, y compris, enfin, d'autres personnes, vous verrez dans le film. Et pour autant... Est-ce que ça va être un spoiler ou pas? C'est pas définitif, ça rate. Quand sa femme essaye de le buter, il s'en bat les couilles. C'est pas logique, putain de merde. Vous pouvez pas créer un mec qui est pas bien dans sa tête et qui fait rien quand sa meuf essaie de le buter. Une scène après, ils essayent d'expliquer le truc en disant oui, attention, si tu me touches, le mec avec qui t'essayes de faire un marché là, et ben il se casse. Le mec déjà à la base, il a pas envie de faire un marché avec ce mec là. Il a eu l'information qu'il voulait, il a d'autres hommes de main qui peuvent mettre sur le coup. Et puis comme le mec avec qui il est en train de faire un marché, il n'a pas d'autre moyen que de passer par lui. J'ai envie de te dire que qui tabasse sa femme ou pas au passage, le mec il pourra pas dire grand chose, quoi. Donc ils essayent de te justifier des trucs absurdes comme ça, tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas trop comment surtout. C'est génial parce que la meuf, elle le jette à l'eau, en 2 secondes le mec il fait la planche et il est en train de se noyer. C'est ouf, il est même pas en train de nager en surface, il a son jet de sauvetage pourtant, hein. Il est juste tombé à l'eau, mais non, je suis dans les pommes ou je sais pas trop quoi, ou j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber, non je vais pas nager, non. Je sais pas pourquoi. Après tout, je suis riche, je suis milliardaire, je vais flotter comme ça. Je vais pas faire l'effort de nager non plus. Enfin, c'est quoi le délire? Et puis alors, pour te faire cette scène-là, on t'a créé, tu sais pas pourquoi et tu sais pas comment, avec un milliardaire tortionnaire extrêmement dangereux, etc. Bon, on a fait une séquence où les mecs ils font la course avec leur yacht. Non, pardon, catamaran. Breton quand même. Tu sais pas d'où sort cette scène, ça dure 5 minutes, avec 36 000 plans qui vont dans tous les sens, tu vois même pas s'il y a un enjeu, tu vois pas s'ils doivent dépasser quelque chose, tu vois pas s'ils doivent arriver à un endroit, y a pas d'enjeu dans la scène. C'est juste une scène de discussion qui continue parce que on a besoin que le mec discute avec quelqu'un d'autre et puis ça... Il y a beaucoup de choses dans ce film qu'on essaie de nous dire que les choses se sont produites pour se produire elles-mêmes, mais ça fonctionne pas du tout. Genre, on essaie de nous dire que il fallait que Sator obtienne une des pièces pour se mettre à la quête des autres pièces. Comme s'il était au début de la quête, alors que 2 phrases avant, on vient de nous dire qu'il était à la fin de cette quête. Et tu fais... Vous faites exprès de glisser des répliques qui n'ont pas de sens dans des trucs qui ont du sens, parce que là, franchement, je comprends pas l'enchaînement, en fait. Il faudrait peut-être que je voie le film une deuxième fois sans sous-titres. Sans les sous-titres français, parce que peut-être que les sous-titres français étaient un peu mal foutus, du coup m'auraient mal orienté sur certains trucs,
Mais vraiment, il y a des moments où t'as l'impression qu'il y a des phrases qui contredisent des phrases qui viennent d'être dites juste avant, quoi. Et très honnêtement, à la fin du film, je sais pas ce qu'on est censé être en train d'arrêter, je sais pas qui sont les gens qui se battent, je suppose qu'ils doivent bosser pour Sator, mais depuis quand est-ce que le mec a réuni une armée comme ça? Depuis quand est-ce que la faction opposée a une armée également? Parce que si elle l'avait eu justement depuis le début, ça aurait vite réglé certains problèmes. Ne serait-ce juste en question numéraire, quoi. Ils protègent de quoi? C'est quoi le but de ce truc, en fait? Le truc qui est censé être impressionnant dans ce film, c'est qu'il y a des choses qui vont dans un sens et des choses qui vont dans l'autre. Et j'ai envie de dire que le problème, on le voyait venir depuis longtemps, en fait. C'est pour ça qu'il y avait pas de money shot dans les bandes annonces de Tenet. C'est qu'il y a pas de money shot. Je suis navré d'annoncer à Nolan que passer un film en marche arrière, on sait le faire depuis longtemps, et même intégrer des trucs qui vont en marche avant par rapport à la marche arrière, on sait le faire aussi depuis longtemps, quoi. On a déjà fait des trucs avec genre des films avec des messages qui devaient se lire à l'envers, des trucs dans ce genre-là, etc. Donc j'ai envie de te dire que même au niveau manipulation du temps, en fait, c'est pas très intéressant visuellement, ça montre pas grand-chose de ouf, et j'ai envie de vous dire que si vous voulez voir un truc où on se bat à l'endroit et à l'envers en même temps, honnêtement, le climax de Doctor Strange, et vous savez ce que je pense des Marvel, le climax de Doctor Strange est largement suffisant et supérieur à tout ce que vous pourrez voir dans Tenet. Enfin, vraiment, j'ai pas trouvé de scène qui était particulièrement cool et impressionnante qui mette en jeu la question d'aller en avant et en arrière. Enfin, je trouve que le concept est pas intéressant, il est pas visuellement intéressant, il est pas visuellement bien présenté. Il y a 2 ou 3 scènes avec notamment les machines qui sont intéressantes visuellement, mais sinon, le reste du film, tu te fais chier, quoi. Surtout qu'il y a une bonne partie du film qui va que en marche avant, où on n'a pas du tout de marche arrière, donc pour ce qui est à sauver du film, évidemment, il y a des plans qui sont magnifiques. On pourrait noter notamment le premier plan du film, qui est un beau travelling arrière qui s'éloigne de l'intérieur d'un opéra pendant que l'orchestre est en train de faire le tuning. Et quand la musique va commencer, le film commence et la scène d'action commence. C'est plutôt cool comme mélange dans le truc, mais ça travaille justement aussi ce côté grosse cacophonie de Tenet. C'est la scène d'intro, là, les 5 minutes. Je crois que ma salle avait mis le volume vachement fort. Et je crois même qu'il y a certaines musiques que j'ai pas du tout entendues comme je devrais parce que les sons sourds devaient être mal gérés. Et je crois que ce que j'ai cru entendre être une sale note et une mauvaise note, en fait, c'était mon enceinte qui vibrait. Je crois que ma salle de cinéma était pas à fond, était pas préparée à la musique de Ludwig Göransson. Et j'ai entendu des musiques, genre par exemple quand le protagoniste rencontre Neil, dès qu'il se rend compte, il y a une musique qui débarque, je me dis, le montage est absurde, enfin, les choses se mélangent, s'enchaînent avec un rythme effréné, et tu comprends même pas qu'une scène s'est terminée, la musique démarre immédiatement, et elle était pas très belle dans mon truc à moi. Visuellement, parce que j'étais sur le premier plan qui était joli, le plan du recul de la caméra, je parle dans tous les sens. Il y a un autre plan qui est joli, c'est le plan, il y a un moment où il regarde quelqu'un le protagoniste regarde quelqu'un dans le rétroviseur, et étant donné où est placée la caméra, quand le personnage regarde dans le rétroviseur, et on sait qu'il regarde dans le rétroviseur, c'est évident vu l'angle, en fait il fait un regard caméra, il nous regarde nous. Donc du coup tu sens qu'il s'adresse un peu à nous en même temps. Donc voilà, ça c'est plutôt joli. Au niveau de la lumière, étonnamment ils ont vachement changé le montage par rapport à ce qui avait été diffusé dans les bandes annonces, parce que je m'attendais pas à voir des noirs aussi bouchés et profonds dans le film. Et je crois qu'ils ont augmenté le contraste en général dans à peu près toutes les scènes parce que c'était plutôt lisible et en même temps plutôt très très sombre et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi sombre que ça à vrai dire. Mais même là, on n'a pas vraiment d'originalité et d'audace de la part de Nolan. Je pensais qu'on en aurait une légère quand j'ai vu les passages qui se passaient avec les scènes où il y avait une lumière bleue et une lumière rouge. Il se trouve qu'il y a que un seul endroit qui travaille cette opposition entre la lumière bleue et la lumière rouge, qui pourtant est repris jusque dans les logos au début du truc. D'ailleurs, il y a un nouveau très joli logo pour la Warner. Bon, je sais pas s'ils ont changé leur logo, ou si c'était juste pour Tenet, mais il y a un nouveau logo très joli rouge, et il y a le logo Syncopie, qui est la boîte de prod de Nolan, qui apparaît en bleu juste après. Et en fait, c'est pour ça. C'est parce que il y a ces lumières et ces couleurs ont un sens dans le film, et c'est pour ça que elles sont utilisées dans une pièce particulière, et après jamais. Donc tout le reste du film est normal et habituel pour Nolan, et c'est toujours ces couleurs désaturées. Et puis, il y a toute la scène avec l'avion, qui est tout de même en effets spéciaux réels, et même si j'en ai marre qu'on se pogne sur les effets réels tout le temps, je comprends que ça puisse avoir un côté sympa et grand spectacle, et plus intéressant à voir que des trucs qui semblent faits par ordinateur. Quand on voit pas qu'ils sont faits par ordinateur, tout le monde s'en branle, mais quand on voit qu'ils sont faits par ordinateur, c'est plus emmerdant. Les plans sur l'avion,
outre le fait que ce soit réel, les plans sont jolis. Il trouve des belles façons de filmer le truc, il trouve des bons angles. Il filme l'avion en contre-plongée, il filme l'avion en plongée mais de loin pour te montrer du coup tous les trucs qui passent en dessous de son réacteur, se faire percuter, etc. Il y a des plans qui sont intéressants et globalement, évidemment, le film est très bien tourné. Hein. Les plans sont jolis et très bien composés. C'est pas un travail de tâcheron quoi. Il y a un truc qui est très bien esthétiquement dans le film en général. Mais même avec cette perfection de l'image, par exemple, il y a toujours des moments où j'ai l'impression que des scènes sont pas liées quoi. Enfin, genre, vous savez, il manque vraiment un tout petit espace qui a été traversé par le personnage pour lier deux lieux l'un à l'autre, un truc dans ce genre-là, et j'ai trop souvent l'impression que ça a pas lieu, quoi. Enfin, qu'il manque cette petite scène-là. Je sais pas s'ils ont remonté le film pour qu'il soit plus rapide, parce que je sais qu'à la base, ils avaient annoncé que le film serait super long. Peut-être qu'ils ont du coup raccourci le montage, ils ont profité des quelques mois là qu'il y avait en plus avec le confinement. Si c'est le cas, ils ont bien charcuté le film, hein, parce que putain, j'ai l'impression qu'il manque des trucs. Cela dit, je pense pas que des trucs en plus m'auraient mieux expliqué le film, m'auraient fait plus l'apprécier. Pour terminer cette opinion sur Tenet, la réalisation n'est pas ce qui fait défaut à ce film. La réalisation n'est jamais ce qui fait défaut à un film de Nolan. Encore que je vous dis, là, les scènes sont bizarrement foutues. Mais la réalisation n'est pas ce qui pose problème. C'est le script. Le script est nul. Nonobstant les possibles problèmes par rapport au voyage dans le temps, à la temporalité, à la logique de certains trucs, il y a vraiment des choses qui sont présentées trop vite. Les personnages manquent trop de personnalité. Enfin, je veux dire, tous, enfin, ils arrivent et ils sortent du film et t'as vraiment rien appris sur eux, quoi. Ils ont pas de personnalité, ils ont rien, et c'est sans doute volontaire de la part de Nolan. Il peut pas le faire à chaque film sans que ce soit volontaire, mais là, pour le coup, ça manque vraiment. Et tous ces films les plus réussis sont ceux où les personnages avaient un semblant de choses qui étaient compréhensibles par le spectateur, quoi. Donc, je pense que la réalisation n'aurait rien changé à ce film. Ce qu'il faut qu'il change avec Nolan, c'est le script. C'est plus possible. Voilà, on a repris les bonnes habitudes. Bon, du coup, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas l'impression que ça ait l'air d'être oufissime, hein, ça fait quand même... moi j'ai vu le film là, ça fait déjà 2 jours qu'on a vu des avant-premières et personne n'en parle. On va voir ce que ça va donner dans les 3-4 prochains jours, dans la semaine qui va suivre. Et j'ai jamais eu l'impression que Tenet aurait pu attirer qui que ce soit, et je vous l'ai dit bien avant le confinement, je vous l'ai dit depuis les premières bandes annonces et les premiers trailers, j'ai dit, je suis navré, je vois pas ce qu'il y a de si cool et de fascinant et d'intéressant là-dedans, quoi. Les Nolan fanboys vont évidemment aller le voir, mais le grand public, y a rien qui l'attire, y a rien qui est intéressant pour lui, quoi. On va voir comment le film va marcher. Mais honnêtement, moi je le sens pas, Tenet. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!